Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une pause d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 10e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. Antiviral 2012. Dans un futur proche, noir et satirique, une industrie vend des maladies de célébrités à leurs fans obsédés. L'employé, Sid Marsh, essaie d'exploiter le système lorsqu'il est impliqué dans un mystère potentiellement mortel. Ce film canadien d'une durée d'1h48 est réalisé et scénarisé par Brandon Cronenberg. Le montage fut effectué par Matthew Hammond, alors que la photographie fut dirigée par Karim Hussein. Finalement, la musique fut orchestrée par E.C. Woodley. Le film met principalement en vedette Caleb Landry Jones dans le rôle de Sid Marsh et Sarah Gabin dans celui de Anna Geist. Un film, un fan, un scalpel. Premier film de Brandon Cronenberg, fils du légendaire cinéaste canadien David Cronenberg, Antiviral avait beaucoup à prouver et peu de place pour l'échec. Généralement, je dirais que dans le cas de Brandon, la pomme ne semble pas avoir tombé trop loin de l'arbre. Ça prenait des couilles littéralement pour choisir de jouer dans le même genre de film que son père dès ses débuts. Mais dans le cas de Brandon, je pense que c'est un pari réussi. Antiviral est un body horror beaucoup plus subtil que l'œuvre générale de son père, mais tout à fait unique en son propre genre. Le style visuel, son esthétique très épurée, son histoire à la fois simple et complète, rend le film une réussite à part entière. Le monde d'Antiviral est proche du nôtre. On y exploite la culture de la célébrité d'une manière extrême, mais pas aussi exagérée de ça quand on y pense. Je suis pas mal certain que si la technologie du film existait dans notre monde, il y aurait des preneurs. Cronenberg utilise à merveille les restrictions budgétaires liées à un premier film. Il a choisi de tout épurer. Les cadres sont restreints, les images sont précises. On y surexpose tout en blanc. Cette couleur symbolise la pureté et la stérilité. Dans un monde où on vend des virus comme des possessions de luxe, cet aspect devient primordial. D'ailleurs, la performance de Caleb Landry Jones joue un rôle crucial dans l'efficacité du film. Celui-ci est le symbole de l'infection dans un monde stérile. Dès le départ du film, il semble malade, affaibli, même sale. Plus le film avance, plus sa condition dépérit. C'est hyper efficace dans un film qui se veut froid et stérile. Sid, même si présent dans la plus grande majorité des scènes, ne nous est jamais sympathique. Son comportement et ses choix font qu'on ne veut pas du tout être associé à lui. Il est le virus dans un monde qui se veut stérile. Pour ce qui est d'Anna Gabin, qui joue Anna Geist, Cronenberg a réussi quelque chose de subtil mais efficace. On la voit du début à la fin du film. Malgré ça, le nombre de minutes où on voit l'actrice jouer Anna Geist est minimisé au maximum. Cependant, les affiches, les vidéos, les photos de son visage sont partout. Elle représente l'inatteignable perfection. On la voit partout, toujours cadrée de blanc, avec un maquillage magnifique, parfait. C'est une icône plus qu'une vraie personne. Breathtaking. I understand your fascination with her. I understand completely. She's perfect somehow, isn't she? More than perfect. More than human. Her eyes seem to reach right beneath your skin and touch your organs. And touch your stomach, your lungs. Gives me the shivers. L'effet Cronenberg est très présent dans le film. Une certaine étrangeté est présente. La technologie est expliquée très sommairement
nous laisse confus pour son réel fonctionnement. L'exploitation de la culture cellulaire pour faire des steaks de célébrités est hyper creepy, mais traitée comme ordinaire dans ce monde-là. On ressent une disparité, c'est semblable à nos vies, mais en même temps, ça ne l'est pas. Cronenberg réussit à nous laisser incertains face à ce qui nous est présenté, et c'est un ressenti qui est voulu. Un aspect où il y a place à amélioration, c'est le rendu de l'histoire. Antiviral est malheureusement un petit peu trop convoluté. L'histoire, qui tente de jouer le mystère et le côté espionnage industriel, mélange le tout avec le monde du trafic sur le marché noir et l'exploitation de la célébrité. Au final, on s'y perd. Le fait que les personnages secondaires ont été très peu développés, ça devient de plus en plus compliqué de suivre les différents rebondissements. L'autre côté négatif du film, quoique probablement volontaire comme cité précédemment, c'est notre manque d'empathie pour le personnage de Sid. La manière qui est présenté, l'absence de backstory ou de motivation pour le personnage le rend totalement antipathique. Même s'il est le protagoniste du film, en aucun temps on s'associe à lui ou son sort nous est totalement indifférent, peu importe les épreuves face auxquelles il est confronté. Je comprends l'idée derrière, mais pour moi ça n'a pas fonctionné, alors que Cronenberg voudrait probablement qu'on s'y attache d'une certaine manière. Côté effets spéciaux et body horror, le film y va en subtilité, mais est hyper efficace en même temps. Cauchemar du bélonéphobe, on y voit énormément d'aiguilles pénétrer la peau. La bélénophobie est la peur irrationnelle et intense des aiguilles, épingles et seringues, souvent liée à la crainte des piqûres médicales ou du sang. La culture cellulaire, poussée en version body horror avec des bonsaïs de chair, ajoute un petit quelque chose de weird et de malsain. La photographie est toute en contraste et est super réussie. Les décors sont majoritairement blancs, vides, qui sont en contraste total avec les employés de l'Institut qui sont souvent habillés juste de noir. À cela, on rajoute une touche de rouge, la couleur du sang de la vie, montrée dans les lèvres toujours impeccablement maquillées d'Anna Geis. Et, mini-spoiler ici, par la suite, marqueur de mort évidente pour Anna et Sid lorsque le virus est hors contrôle. Le clip frayeur. J'avoue avoir eu de la difficulté à trouver une scène en particulier dans le film pour ce segment. Le film fait pas dans le spectaculaire, c'est un slow burn bizarre qui ajoute une couche après l'autre dans un monde surréaliste où vit Sid Marsh. Mais après maintes réflexions, j'y vais avec 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. C'est presque un élément secondaire dans le film, mais pour moi, ça montre le côté pervers de la société dans l'antiviral. Les steaks de célébrités qu'on peut obtenir chez le boucher ou encore commander à des prix d'or dans des restaurants luxueux. Plus la célébrité est importante, plus sa viande est en demande et vaut cher. On s'adonne au cannibalisme par proxy sans aucun problème. La société accepte que l'on fasse pousser des cellules musculaires de ces célébrités-là afin de les consommer comme du bétail ordinaire. En plus, lors du décès d'Anna Geis, c'est la folie totale chez le boucher, puisque ça annonce la perte d'une source de viande. Pas réellement, si on y va de manière scientifique, puisque l'on peut reproduire les cellules presque à l'infini. Mais ici, ça peut aussi signifier une hausse dans la demande puisqu'Anna fait manchette due à sa mort subite. Premièrement, la viande de vedette telle que montrée dans le film semble répugnante, plus comme un genre de tofu gluant que comme de la vraie viande. Mais en plus, l'idée même de manger ce qui à base est une partie de votre vedette favorite me semble totalement abject. Dans le film, c'est montré comme un plat de haute gastronomie, luxueuse et recherché à tout prix. Hey! You get in line. Everyone listen carefully. We're cutting our last tray of Hannah Geis for the day. If you get a ticket, you can buy 1 3-ounce steak. If you don't get a ticket, you have to come back tomorrow. Jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi ici vous donner quelques faits divers sur Antiviral. Sarah Gabin et Caleb Landry Jones ont décidé de ne pas se rencontrer avant la scène de l'hôtel où Sid vient faire les prélèvements sur Hannah. De plus, pendant cette scène, celle-ci n'a jamais ôté son loup sur les yeux pour créer une ambiance encore plus malaisante et innaturelle possible entre les deux personnages du film. Environ la moitié du film fut créée en pré-production.
soit toutes les photos, vidéos, reportages télé, etc. Ceux-ci serviront par la suite d'éléments de décor pour la production officielle. Le film fut entièrement filmé à Toronto. À un moment donné dans le film, Sid dit la phrase « Give me the shiver ». Cette phrase est un appel direct au film Shiver de David Cronenberg, son père. Caleb Landry Jones a déclaré avoir voulu être acteur après avoir vu la performance de Michael McDowell dans A Clockwork Orange de Stanley Kubrick. Fait amusant, Michael McDowell joue un petit rôle dans Antiviral et partage quelques scènes avec Caleb. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, Antiviral fait monter la pression à 0 sur 5 pour le sexe et la nudité, 2 sur 5 pour la violence, 3 sur 5 pour le gore et le sang, 2 sur 5 pour la présence de drogue, alcool et langage ordurier, 2.5 sur 5 pour peur, trauma ou terreur. Pour son esthétique unique et épurée, pour son univers si perversément décalé, pour son culte de la célébrité poussé au-delà des normes acceptables, et pour ses aiguilles pénétrant la peau à répétition. Antiviral se voit donner une dose virale de 3.8 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais amener 2 pistes de réflexion différentes, mais toutes les 2 directement en lien avec notre film d'aujourd'hui. Premièrement, je vais amener ici le point des Nepo Babies. Est-ce que le fait que Brandon est le fils d'un des réalisateurs les plus respectés des 40 dernières années lui a rendu service, ou si cela lui a servi de poids inutile à traîner avec lui lors de la production? On a de plus en plus tendance à noter les vedettes de 2e ou 3e génération pour la chance et la facilité que leur nom de famille leur ont apporté. Certes, cela doit aider à ouvrir quelques portes, tout comme n'importe quel cercle de contact le fait dans la vie de tous les jours. Cependant, ça vient aussi avec beaucoup de pression et même de préjugés. Les acteurs Colin Hanks et Emma Roberts ont souvent parlé de la difficulté de sortir de l'ombre de leurs prédécesseurs célèbres. Ici, Tom Hanks, le père de Collins, et Julia Roberts, la tante d'Emma. Nick Cage a pour sa part choisi de changer son nom de famille afin de se distancer de son légendaire oncle Francis Ford Coppola. Pour ce qui est de celui de Brandon ici, c'est certain que d'être le fils de David Cronenberg, ça y a ouvert des portes. Mais en choisissant de faire des films dans le même genre que celui de son père, il s'exposait avec encore plus de critiques et de comparaisons. Avec Antiviral, puis Possessor et Infinity Pool, Brandon est maintenant capable de s'affirmer comme étant plus que seulement le fils de David Cronenberg. Juste avant de terminer cette pause, je me sens presque dans l'obligation de parler du culte de la célébrité. L'univers proposé par Cronenberg ici pousse la chose loin, très loin. Malgré tout, si on regarde notre relation avec les célébrités actuelles, sommes-nous si loin de ça? Les paparazzis avec leurs drones qui épient les faits et gestes de nos vedettes, les réseaux sociaux qui scrutent chaque mouvement afin de les exposer à grands coups de clickbait, les stalkers qui poussent l'obsession déjà trop loin et malheureusement souvent vont au-delà de la loi, tout cela au nom de l'amour de leur vedette préférée. Pensez-vous vraiment que la proposition d'Antiviral, si elle devenait réelle, ne serait pas instantanément en vedette et la nouvelle tendance in? Le film fut produit il y a 14 ans. On approche dangereusement de plus en plus d'une réalité où cela pourrait être possible. Renderiez-vous un steak de... Veuillez insérer ici le nom de votre vedette préférée. Pour souper? Non merci, moi j'aime mon steak saignant, mais là, il y a une marge. C'est ainsi que se termine cette pause frayante. Le temps passé, et merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook de la pause. Encore une fois, merci, et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Mes battements de cœur ralentissent.
Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.